Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Je voudrais, avant de commencer cette émission, rappeler à ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien la ligne éditoriale d'Al Magharibiya que non seulement nous nous évertuons à livrer une information la plus transparente que nous puissions et depuis des angles les plus objectifs possibles, mais qu'en plus, nous faisons résolument nôtres tous les engagements sincères et désintéressés pour le salut de l'Algérie, de quelque force et de quelque personnalité qu'ils soient, quels que soient leurs ancrages politiques respectifs, à la seule condition qu'ils ne soient dictés que par l'urgence à réagir aux périls qui menacent l'existence même de la nation. Lorsque la maison est en feu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Chaque geste est méritoire, si tant est qu'il tende à sauver les hommes et le bien commun, celui qui nous a été légué en dépôt sacré par ceux qui nous ont libérés au prix de leur vie. Malgré l'insuffisance de ses moyens, Al Magharibiya est apprécié des Algériens et des Algériennes de plus en plus nombreux parce qu'ils ont compris qu'Al Magharibiya est une chaîne amie, qu'elle n'est animée que du désir sincère de servir, d'être à l'avant-garde d'une presse responsable, militante, engagée de toutes les forces de ceux qui la dirigent et de ceux qui la font. Al Magharibiya est donc là, présente, disposée à mettre tous ses moyens à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui se portent résolument offrant de la résistance et du salut. C'est ainsi que nous nous sommes totalement investis à chaque fois qu'une personnalité ou un quelconque mouvement s'est engagé pour l'Algérie. Aujourd'hui, dans ce même esprit, nous vous signalons deux gestes politiques de très haute portée. Le premier est un document sur le gaz de schiste pour un moratoire sur le gaz de schiste. Nous lançons dès lors une invitation publique à ses rédacteurs pour en discuter, pour faire partager leurs impressions et leurs constats à l'opinion publique algérienne. Ce document, paru sur le journal Al-Watan, est une réponse cinglante, imparable, très bien argumentée au régime et à ses nervis qui tentent de tromper l'opinion publique sur les nuisances mortifères de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste. Le second événement que nous voulions vous signaler est un texte majeur, non seulement sur le gaz de schiste, mais aussi sur ses tenants, sur la situation plus qu'alarmante du pays, sur le désastre consommé qui sape les fondements mêmes de la nation, qui ne reste encore imperceptible que parce que les grosses rentrées financières induites par l'exploitation effrénée des hydrocarbures ont permis de colmater les brèches béantes derrière une façade en trompe-l'œil qui ne tardera pas à se rompre sous la poussée de la dure réalité. Ce texte de Ali Benouari, ancien ministre du Trésor et candidat aux dernières présidentielles avant de s'en retirer, doit être lu de tous les Algériens. Nous vous le recommandons vivement et je sais que vous ne le regretterez pas. Je ne sais pas si l'auteur l'a voulu et s'il a délibérément recherché cet effet, mais ce texte est d'une telle acuité, d'un tel réalisme, d'une telle portée, mais aussi tellement grave qu'il pourrait être une plateforme pour une action politique de salut national. Une alerte de grande intensité pour une action dans l'urgence. Nous avons donc invité Ali Benouari à venir en discuter avec nous, à nous dire ses constats, ses craintes, mais ses rêves aussi, pour une Algérie heureuse, à nous dévoiler et nous expliquer ce que le régime et ses relais nous cachent. Aujourd'hui, Algérie Info. Gaz de schiste, après le désastre économique, le désastre écologique, par Ali Benouari. Al-Watan. Moratoire sur le gaz de schiste par le collectif anti-gaz de schiste de Ain Salah. À l'Huffington Post,
La justice suisse rejette l'appel de Chekib Khalil contre la livraison d'informations sur ses comptes bancaires à l'Algérie. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, fi Jamal Din, wa salam wa ala kull al-Jazairiyin li yasma'una. Wa alaykoum salam, merci beaucoup. Alors, vous venez de commettre, pour parler comme les journalistes, un texte particulièrement lucide, comme je viens de le dire. On a l'impression, à le lire, que vous vous mettez en formation de combat. Vous êtes alarmé à ce point par la situation du pays? Oui, c'est Jamal Din, alarmé, mais depuis longtemps, pas seulement depuis aujourd'hui. J'ai lancé il y a quelques mois un appel pour la sauvegarde de la nation, la sauvegarde de la nation, c'est un texte qui est important et qui résume un peu ma posture actuelle. Il s'agit d'éveiller les consciences et d'éclairer les Algériens et d'éveiller leur conscience sur les graves périls qui s'annoncent, qui nous menacent. Et voilà, donc je profite un peu de tous les canaux, tous les canaux d'expression qui s'offrent à moi, presse écrite, presse télévisuelle. Tous les moyens sont bons pour alerter les Algériens devant ce qui se trame, j'allais dire, sous leur nez. Oui. En tout cas, nous ne vous remercierons jamais assez pour ce texte. Je le recommande, j'insiste pour que les Algériens le lisent. Vous y évoquez le problème de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste de façon très musclée, si je peux dire. C'est un engagement de votre part? Est-ce que nous devons comprendre que vous rejoignez le combat de la société civile, du collectif anti-gaz de schiste? Oui, je dis dans mon article de Liberté auquel vous faites allusion que cette affaire du gaz de schiste devient une affaire emblématique des dysfonctionnements qui frappent l'État algérien aujourd'hui. Emblématique. Il faut rester humble. Ce que je peux dire sur le plan scientifique ne peut pas égaler l'opinion de nombreux experts algériens qui sont prononcés sur la question, ni atteindre à la pertinence des populations du Sud qui manifestent parce que elles sont fougue jamra. Donc, je ne peux pas être plus pertinent, plus percutant qu'eux sur le plan du gaz de schiste à proprement parler, mais mon article a voulu simplement relier cette affaire de gaz de schiste à l'ensemble des dysfonctionnements qui touchent à la société, ensemble le replacer dans un contexte plus large pour qu'on le voit sous un prisme beaucoup plus large que le seul aspect technique. Et d'ailleurs, tous les aspects se rejoignent. Oui. Et l'entêtement du pouvoir à ne pas vouloir négocier avec les populations du Sud ou avec le peuple algérien, tout simplement, sur cette question, n'a d'égal que son entêtement à refuser tout dialogue avec l'opposition comme avec le peuple algérien. Il est fermé, il se ferme à toute discussion sur quelque sujet que ce soit. Maintenant, je peux redire les craintes exprimées par les experts, sans rien y rajouter. Cette question aussi m'interpelle personnellement parce qu'il y a, en pleine campagne électorale, il y a plus d'un an, je me trouvais à Al-Nera, quand j'ai eu l'occasion d'aborder cette question. J'étais un des premiers à alerter sur le danger que l'exploitation du gaz de schiste peut avoir sur les nappes albiennes et l'importance de ces nappes aquifères qui sont un océan d'eau douce sous nos pieds. Oui. Et dont l'importance n'est pas saisie ni par les pouvoirs publics, ni parfois même par les populations, la population algérienne. En disant simplement, le risque est trop grand, attendant, ne nous précipitons pas, d'autant plus que nous n'avons pas un besoin tragique d'argent comme il y a 20 ou 25 ans. Pourquoi cet empressement? Et j'ai souligné le danger en disant que l'enjeu ne vaut pas la chandelle. Les risques sont trop grands, il faut attendre. Et tous les experts ensuite sont venus corroborer ces craintes. Et vous vous parlez de la véritable richesse, cet océan d'eau douce, comme vous venez de nous le dire, couplé à la formidable énergie solaire qui est complètement négligée. J'ai souvent l'habitude d'utiliser une expression, mais je crois que nos gouvernants ont fait de ça une spécialité. Et l'ironie, justement, est que le soleil qui est tellement abondant que l'Europe a cherché à en tirer une source d'énergie
à en faire de l'énergie pour approvisionner le marché européen. Nous, on ne voit pas. Tout le monde voit, il ne le voit pas. Il le voit comme une nuisance, il ne le voit pas comme un atout. C'est vrai que le soleil seul est une source d'énergie. Oui. Mais si en plus on tient compte de l'eau qui est en dessous, Oui. soleil plus eau plus terre égale une richesse incommensurable, eh bien ils n'ont pas vu cette richesse, ni le soleil, ils n'ont vu ni le soleil, ni l'eau, ils n'ont vu que les gouttes de gaz de schiste qu'ils peuvent extraire pour perpétuer en fait une rente qui, si elle venait à manquer au pouvoir, le couperait la branche sur laquelle il est assis. Absolument. C'est ça qu'il faut. Mais est-ce que tout simplement, Ali Benouari, est-ce que tout simplement, c'est parce que c'est une fuite en avant, parce que c'est des gens qui ne savent rien gérer, qu'ils sont frappés d'incompétence, qui ne peuvent rien faire, rien gérer, et donc, ben voilà, ils se rabattent sur ce qu'il y a de plus facile. L'évidence crève les yeux. Oui. Comment ils ne voient pas l'eau qui est en dessous, pourtant tout le monde sait qu'elle existe, ils ne voient pas le soleil qui est au-dessus, et qui peut à lui seul fournir l'énergie électrique dont le pays peut avoir besoin, et qui est renouvelable. Ils ne voient pas le lien non plus entre le soleil et l'eau et la terre, Oui. pour produire de la richesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le soleil, qui est abondant au Sahara, pour tirer l'eau, pour cultiver la terre et devenir autosuffisant, voire même exportateur de produits agricoles, alors qu'on importe pour 15 milliards de dollars de produits agricoles, alimentaires, ils voient plutôt cette eau, plutôt ils ne la voient pas, ils voient le gaz de schiste qui peut non pas être utile pour le pays en termes de développement durable, ils voient une énergie fossile qui peut détruire la vraie richesse. C'est-à-dire, ils remontent la vraie richesse pour aller plutôt il tue la vraie richesse pour une richesse éphémère. Et le comble, inexplicable, sauf si on l'aborde sous le prisme politique, c'est-à-dire la nature du pouvoir. Quel est ce pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir qui est là pour faire le bien pour le peuple et pour le pays, ou est-ce que c'est un pouvoir malfaisant dont la nature le conduit inévitablement à détruire et à polluer toutes les richesses du pays? Et justement, il y a aussi à tenir en compte, à prendre en considération ceux qui sont derrière cette manifeste feuille de route, qui font pression sur le régime pour qu'il aille, vaille que vaille, coûte que coûte, vers l'exploration du gaz de schiste. Et à ce sujet, j'ai eu un court entretien avec José Bové, un activiste politique connu, membre du Parlement européen. Nous allons l'écouter. Un court instant. Allô, monsieur José Bové? Oui. Bonjour, monsieur José Bové. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, vous savez, la population de Ain Salah au Sahara algérien manifeste contre l'exploitation du gaz de schiste depuis 58 jours. Aujourd'hui, dans tout le pays, les Algériens sortent à leur tour, de façon massive, toute mouvance politique confondue. Qu'est-ce que vous en pensez, José Bové? Ben écoutez, je suis là depuis que ce mouvement a démarré à Ain Salah. Je suis avec beaucoup d'importance ce mouvement, et je crois que c'est un mouvement très important. Et je voudrais d'abord apporter toute ma solidarité aux habitants de la région d'Ain Salah pour leur courage et pour leur mobilisation, parce que je pense que ce qu'ils sont en train de faire est très important pour l'avenir de l'Algérie, mais je dirais plus globalement des habitants de l'ensemble du Maghreb qui pourraient être confrontés à la même situation. Je crois qu'ils ont raison de manifester, parce que aujourd'hui il faut empêcher de manière définitive l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, parce que c'est un danger, c'est un véritable danger à la fois pour la santé, c'est un danger pour l'environnement, et ça n'a aucun avenir. Donc je crois qu'il faut être très clair là-dessus. C'est un mauvais projet de vouloir chercher à exploiter et explorer le gaz de schiste. José Bové, en France, la société civile, dans votre mouvement, dans vous-même, avait réussi à empêcher cette exploration et exploitation du gaz de schiste. Comment y êtes-vous parvenu? Mais écoutez,
c'est vrai que chez nous, en 2011, on a organisé sur tous les sites des très grands rassemblements et on a imposé au pouvoir politique, alors c'est peut-être plus facile en France, un débat, et on leur a imposé une loi qui interdit la fracturation hydraulique, c'est-à-dire la technique d'exploration du gaz de schiste. Et c'est comme cela que nous sommes arrivés à ce qu'il n'y ait plus aujourd'hui plus d'installation, qu'il n'y ait aucune permis qui continue et que donc aujourd'hui la France a été le premier pays européen à interdire ces techniques dangereuses pour l'environnement et la santé. Mais justement, comment expliquez-vous que la France, qui s'interdit d'exploiter, de recourir à une telle méthode dont la nuisance ne fait plus de doute, comment expliquez-vous qu'elle fasse un tel forcing, une telle influence sur le régime algérien pour le contraindre à livrer tout le pays comme champ d'expérimentation pour les sociétés françaises, entre autres, comme Total par exemple? Écoutez, je pense que c'est tout à fait scandaleux et c'est quelque chose que j'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises. C'est la façon dont un certain nombre de lobbies appuyés par le gouvernement français essayent de faire main basse et ce qu'ils ne peuvent pas faire chez nous parce que la mobilisation citoyenne est forte, ils essayent de le faire dehors. Je dirais que c'est une forme de néocolonialisme très clair. Et on retrouve la même situation dans d'autres pays, pas très loin de l'Algérie. Je pense au Niger avec les mines d'uranium qui sont très dangereuses pour la santé. Eh bien, on assiste à la même chose. Et c'est vrai que Total a eu une lourde responsabilité dans ses liens avec l'entreprise algérienne Sonatras pour explorer ces gaz de schiste. Et je trouve ça parfaitement scandaleux. Est-ce que vous savez, José Bové, que l'État français, ou du moins une certaine France, je dirais, très occulte, tient le régime algérien, les barons du régime algérien, parce qu'ils blanchissent leur argent sale en France? Est-ce que vous le saviez? Écoutez, s'il y a des preuves et s'il y a des éléments concrets, eh bien écoutez, moi je pense qu'il faut que là aussi saisir la justice pour faire la lumière. Donc moi je n'ai pas d'éléments concrets, donc je ne me peux pas très clairement dire un tel ou un tel fait ce genre de manœuvre, mais il n'est pas étonnant, et on a vu le nombre de personnes aujourd'hui à travers des scandales financiers comme ce qui s'est passé avec la banque HSBC en Suisse ou d'autres, où effectivement on a ce genre de situation. José Bové, aujourd'hui les Algériens manifestent un peu partout en France, particulièrement à Paris, face au consulat algérien. Est-ce que vous pensez pouvoir les rejoindre ou demander à vos amis de les rejoindre? Alors effectivement, je peux demander à mes amis, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'en France, je dirais que la quasi-totalité de la population française soutient le combat qui est en train d'être mené contre le gaz de schiste, puisqu'en France, une très très large partie de l'opinion, plus de 75% des Français, sont opposés à l'exploration et à l'exploitation du gaz de schiste. Mais aussi, ce mouvement s'est élargi, puisqu'il faut savoir qu'en Pologne, les compagnies se sont retirées, alors qu'on avait dit que c'était le plus grand gisement européen. Il n'y a plus de forage en Pologne. Ils viennent de se retirer, Chevron vient de se retirer de Roumanie, et donc on voit que la mobilisation partout se développe, et c'est pour ça que j'encourage tous les Algériens vraiment à se mobiliser pour faire interdire l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. José Bové, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci. Et dire que notre ministre de l'Environnement nous promet publiquement, lors d'une conférence de presse, que la France n'aura pas le choix et qu'elle aussi va y venir à la fracturation hydraulique et à l'exploitation du gaz de schiste. Ali Benouari, oui. Un scandale vient d'éclater aux USA sur le financement de la fondation Clinton par le clan Bouteflika il y a quelques années. 500 000 $ ont donc été versés au Clinton, en plus de 420 000 autres dollars qui ont atterri un peu partout, qui ont été distribués par les mêmes, dans l'opacité la plus totale. Alors, le département d'État rue dans les brancards et risque d'intervenir et de faire éclater le scandale. Deux questions. Est-ce que c'est l'Algérie
qui a fait du lobbying ou est-ce que c'est le clan Bouteflika qui tente d'acheter des protections? Et ensuite, puisque le département d'État exige une enquête alors que Clinton n'a fait que recevoir de l'argent, que dire d'un État qui ne peut rien faire, d'une société qui ne peut rien faire, alors que c'est l'argent du peuple qui est dilapidé par une clique? Je vous en prie. C'est presque une question puérile, parce que le pouvoir algérien distribue à tout va. Le clientélisme ne s'adresse pas seulement, ne vise pas seulement les populations algériennes pour qu'elles se taisent. L'argent est distribué partout, partout. Le fait que ce soit la fondation Clinton, pour une somme somme toute dérisoire au regard de ce qui est jeté par la fenêtre tous les jours, ne devrait pas attirer l'attention, sauf que le fondateur de la fondation Clinton n'est pas n'importe qui, et que son épouse, juste après ce don, est devenue ministre des Affaires étrangères. Et qu'elle va se présenter aux élections présidentielles 2016. Donc on entre malgré nous dans un débat américano-américain, c'est-à-dire que c'est comme l'affaire Saïtan. Oui. C'est-à-dire les scandales sont toujours révélés par l'étranger. Eh ben, nous y venons justement à ce sujet, au sujet de l'affaire Chakib. La justice helvétique vient de rejeter l'appel interjeté par Chakib Khalil contre la remise des relevés bancaires de ces 5 comptes qui auraient été alimentés par le fameux Farid Bjaoui d'environ 200 millions de dollars. Alors, c'est tellement gros, tellement choquant que ça en devient invraisemblable. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? D'abord, il ne faut pas jeter la pierre à la Suisse. La Suisse... non, je ne jette pas la pierre à la Suisse, au contraire. Ce que je veux dire simplement, c'est c'est l'arbre qui cache la forêt. La Suisse est souvent un arbre qui cache la forêt. Ouais. HSBC, encore une fois, s'il n'y avait pas eu l'affaire HSBC, la livraison de 100 000 comptes à la France par un employé suisse, on n'aurait pas découvert l'ampleur des fonds qui étaient cachés en Suisse. Cette affaire-là nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a, elle nous dit, parce qu'il y a eu Saipem, parce qu'il y a eu, s'il n'y avait pas eu, si Saipem n'avait pas, et la justice italienne n'avait pas fait son travail, les Algériens n'auraient pas actionné l'entraide judiciaire. Et je me demande si, aujourd'hui, ils l'auraient fait. Je pense que c'est une vieille demande qui a ensuite suivi son cours. Il faut oublier que le mandat d'arrêt international a été annulé contre Chakib Khalil. Oui. Mais je crois que la Suisse n'a pas pu, les Algériens n'ont pas pu faire autrement, n'ont pas pu retirer la demande d'entraide, et donc la demande d'entraide judiciaire a continué son chemin. Les Suisses ont fait leur travail jusqu'au bout. Le tribunal fédéral, donc fonctionne comme une cour d'appel, a rendu un verdict sans appel, enfin plutôt si, il ne reste plus que la Cour suprême, il ne reste plus à Chakib Khalil et à son épouse qu'à faire appel devant la Cour suprême, avec très peu de chances d'être entendu, très peu de chances. Et donc, les comptes vont bien être dévoilés. Les informations vont bien être livrées à l'Algérie. Qu'est-ce que l'Algérie va en faire après? Ça, je vous laisse deviner. Ouais, j'imagine bien, tout aussi que vous. Mais sinon, ce genre de scandale, c'est une pratique normale, si j'ai bien compris, à votre ton? C'est la pratique qui consiste pour tous les corrompus de la terre, tous les trafiquants de planquer leur argent en Suisse et dans les paradis fiscaux est aussi vieille et très très ancienne. Maintenant, les lois changent, il y a une évolution dans l'environnement juridique international. Il y a même l'ONU, il y a une convention internationale contre la corruption qui astreint les pays membres, et l'Algérie a ratifié cette convention, à traquer pas seulement l'argent issu de la drogue, etc., mais aussi l'argent issu de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale. En Suisse, la réglementation a beaucoup changé dans le bon sens, à telle enseigne qu'à partir de 2018, ce sera l'entraide, ça sera l'échange automatique d'informations, c'est-à-dire que les Suisses n'auront plus besoin d'être saisis pour transmettre les informations concernant l'argent qui n'a pas qui n'a pas une origine nette. Oui. C'est-à-dire tous les fonds qui sont en Suisse seront les pays originaires de ces fonds seront automatiquement informés. Mais ça c'est l'Europe, ça c'est les États-Unis. L'Algérie fonctionne toujours selon le régime de l'entraide judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut une ouverture judiciaire,
une enquête judiciaire dans le pays d'origine, c'est-à-dire en Algérie, dans le cas d'espèce, et que le pays en fasse la demande. Tant mieux pour Chakib Khalil, puisqu'on a maintenant une procédure qui est ouverte, mais pour toutes les autres affaires, tout l'argent sale qui est en Suisse et qui est ailleurs, il y a peu de chances qu'on y mette la main, sauf si des parquets étrangers, comme le parquet italien ou canadien, s'emparent de l'affaire. Mais ce qui me trouble dans l'affaire de Chakib Khalil, c'est que son épouse est américaine, lui-même est américain, ou en tout cas résident fiscal américain. Ils avaient un compte manifestement caché, puisqu'il est alimenté par des fonds d'origine douteuse. Est-ce que les Américains qui reçoivent automatiquement ces informations, parce que les Américains sont informés maintenant, pas en 2018, les Américains sont déjà au bénéfice de l'échange automatique d'informations avec la Suisse. Aucun citoyen américain, aucun résident fiscal américain ne peut avoir de l'argent en Suisse sans que les autorités américaines ne le sachent. Donc les autorités américaines savent très bien, sont au courant de ce compte. Mais Biaoui, pourquoi n'ont-ils rien fait? Pourquoi est-ce que Chakib Khalil continue de couler des jours heureux aux États-Unis alors que les Américains connaissent les Algériens? On dit de lui que Chakib Khalil a été assassin financier. Il faut lire le livre de John Perkins, les assassins financiers. Ça veut dire que c'est des gens de très haut vol, de la grande voltige financière qui sont envoyés dans les pays comme la Colombie, etc., pour les mettre à genoux, pour qu'ils deviennent très, très dépendants des États-Unis. On les appelle les assassins financiers. Et Chakib Khalil aurait été dissuadé de prendre la nationalité américaine par la CIA pour justement devenir président de l'OPEP et très vraisemblablement pour le préparer aux présidentielles algériennes. Mais c'est un autre sujet. Sinon, sur Biaoui, Chakib Khalil, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces scabreuses affaires pour le moins? Écoutez, comme j'ai coutume de faire, je ne vais pas mâcher mes mots. Nous avons affaire à des délinquants, pour ne pas dire des voyous. Ce sont des délinquants de très haut niveau, mais des délinquants quand même. Ils doivent être poursuivis. Ils doivent rendre l'argent qu'ils ont volé partout où ils l'ont volé et à qui ils l'ont volé. L'affaire Chakib Khalil est une affaire aussi emblématique que le gaz de schiste. Elle révèle ce qu'il y a de plus pervers dans le fonctionnement des institutions algériennes. Il n'y a pas que celle-là, les affaires Sonatrach qui sont soulevées par le parquet de Milan et canadien, je crois aussi. Il y a d'autres affaires qui ne manqueront pas d'être mises en lumière. Par exemple, donnez-nous un exemple concret. Par exemple, je vous cite une affaire qui a tout l'air d'avoir été étouffée, qui a été pourtant soulevée par les médias algériens. C'est le produit de la vente des actions Anadarko et Duke Energy. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que l'Algérie a été actionnaire dans 2 compagnies pétrolières américaines, Anadarko et Duke Energy. Oui. Et donc l'Algérie a des actions qui sont des actions cotées en bourse, puisque ces 2 sociétés sont cotées en bourse, on sait tous les jours ce qu'elles valent. Donc on peut les considérer comme un portefeuille d'actions, comme donc de l'argent susceptible d'être liquidé et d'être rapatrié en Algérie, mais on peut le considérer, c'est ce que l'Algérie a toujours fait, considérer que les investissements dans ces 2 compagnies américaines sont des investissements stratégiques. Et donc, il faut les garder. Oui. L'erreur, les 3 erreurs, à mon avis, qui ont été commises, la première a été de vendre ces actions en 2003. La décision a été prise par Sonatrach, par le conseil d'administration de Sonatrach en mars 2003, présidé par Chakib Khalil, qui était président de Sonatrach et ministre de l'énergie. Oui. Donc décider de vendre ces actions qui ont été vendues effectivement en 2005. Alors, l'erreur a consisté à les vendre parce qu'on aurait dû augmenter nos participations. Et non pas les vendre, on aurait dû les vendre en 89, 90, 91. J'étais moi-même gestionnaire de ces 2 dossiers. Quand j'étais conseiller, quand j'étais au Comité national de la dette, quand j'étais conseiller de Hidous d'Orzali, puis de Hidoussi, puis ministre. Ces dossiers n'ont jamais quitté mon bureau. La tentation a toujours été grande non pas de les vendre, de les nantir, parce que c'était stratégique, qu'il fallait augmenter nos participations, mais on n'en avait pas les moyens. À défaut de les vendre, nous avions décidé, à l'époque, de les nantir, c'est-à-dire d'emprunter contre ces titres. Et ça nous aurait rapporté $1 milliard alors qu'on ne trouvait pas 10 millions de dollars dans le marché. Pour dire que les discussions étaient beaucoup plus élaborées, beaucoup plus sérieuses.
Et donc, on n'a pas pu les nantir comme je le souhaitais moi-même, mais enfin, on les a gardés. Et il a fallu qu'un gouvernement vivant sur un matelas de devises, donc avec une aisance financière inégalée, il a fallu que ce soit ce gouvernement-là qui les vende. Alors qu'on aurait dû, encore une fois, faire de ces entreprises des entreprises algériennes. On aurait pu acheter en bourse ce qu'il nous fallait pour contrôler ces deux compagnies qui possèdent des gisements de pétrole et de gaz au Mexique, aux États-Unis, en Algérie, chez nous. Et si on les avait gardés, on aurait influencé Anadarko, par exemple, dans le procès qui allait l'opposer à partir de 2006, lors de la révision de la loi, la fameuse loi scélérate qui a été annulée. Eh bien, Anadarko nous a fait un procès qui devrait nous coûter, ou qui nous a coûté des milliards de dollars. Si nous étions restés actionnaires dans Anadarko, on aurait pu influencer le management ou le conseil d'administration d'Anadarko pour atténuer les prétentions ou les réclamations à l'endroit de l'Algérie. Donc, stratégiquement, on a fait deux erreurs stratégiques. De ne pas augmenter nos parts, mais d'avoir vendu et d'avoir laissé Anadarko, d'avoir fait que Anadarko a pu poursuivre l'État algérien. Vendu à qui pour finir, ce qu'on a récupéré n'est rien au regard de ce qu'on a perdu directement. À qui elles ont été vendues, ces actions? À qui elles ont été vendues? Elles ont été vendues sur le marché. Sur le marché, d'accord. Sur le marché, je pense. Oui. Mais c'était tout à l'avantage c'était peut-être des pressions, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça faisait l'affaire des Américains et pas des Algériens. Et le plus grave, ça c'est la deuxième erreur, c'est qu'une fois qu'on a vendu ces titres, qu'a-t-on fait de cet argent? Et là, cet argent, j'ai le devoir de dire que cet argent aurait dû être rapatrié en Algérie. La loi algérienne fait obligation à son attraque de rapatrier le produit de ses ventes de pétrole et de gaz et de toute ressource, et là ça aurait été un profit extraordinaire. La loi faisait obligation à son attraque de rapatrier cet argent. La Banque d'Algérie a été muette, n'a rien dit, le gouvernement n'a rien dit, le président de la République n'a rien dit, et au lieu de rapatrier cet argent qui devient des réserves de change, qui alimentent les réserves de change, on les a confiés à un autre voyou qui fait l'objet justement de la plainte des poursuites du parquet italien, le fameux Bjaoui, puisqu'il a créé une société offshore, je dis bien offshore, oui, dans un paradis fiscal, pour quelques milliers de dollars. Il a ouvert cette société à Dubaï, et tenez-vous bien, mais ça j'ai honte. Nous devrions tous avoir honte d'un pays qui est géré de cette façon-là. Les peut-être 3 milliards de dollars, je n'ai pas le montant exact, ont été confiés à ce voyou, à cette petite société, qui, elle, les a refilés à Russell Investment, qui est une société beaucoup plus importante, pour les gérer. Pour les gérer dans quoi? Pour les gérer dans des bons du Trésor américain, pour les gérer dans des actions en bourse, qui rapportent, dit-on, 4% par an. Au lieu de les confier à la Banque centrale d'Algérie pour les gérer, au lieu de les mettre dans un fonds émergent, un fonds souverain, l'Algérie a toujours déclaré qu'elle était contre les fonds souverains, mais voilà qu'on crée un mini-fonds souverain dont la gestion est confiée à un voyou, totalement incompétent pour eux. Qui détient une société de 10 000 dollars ou moins, et à qui on confie une telle somme, c'est hallucinant, c'est incroyable. C'est honteux. J'ai honte pour mon pays. Comment est-ce qu'un pays peut agir avec une légèreté et un mépris pareil? Et cet argent, une fois chez Russell, a produit un certain, le ministre de l'énergie, Chekib Khalil, disait, je me flatte d'avoir fait faire une très belle affaire à l'Algérie, on en a gagné, je ne sais plus, c'était en 2010, 600 millions de dollars. Ce qu'il ne dit pas, c'est ce qu'on a perdu, ou le manque à gagner, ce qu'on aurait pu gagner. Ce qu'on aurait pu gagner. Ali Benouari, je vais être obligé de vous interrompre, c'est complètement hallucinant ce que vous nous dites. Je ne peux pas m'empêcher de vous inviter pour une autre fois, si vous êtes d'accord, pour demain, parce qu'il y a trop de choses à dire encore. On n'a pas encore vraiment parlé de votre article, celui-ci, gaz de schiste, après le désastre économique, le désastre écologique. Donc si vous êtes d'accord, je vous invite bien volontiers pour demain, pour poursuivre cette très intéressante discussion. Avec plaisir, mais je voulais juste ajouter une chose à propos des dysfonctionnements. Oui. Il faudrait faire toute la lumière sur cette affaire, notamment sur le rôle de la Banque algérienne du commerce extérieur en Suisse.
qui est contrôlée, la majorité des administrateurs sont suisses. Pourquoi les administrateurs suisses ont laissé faire commettre une telle erreur, un tel scandale? Pourquoi la Banque d'Algérie n'a pas exigé le rapatriement de cet argent? Pourquoi le ministre des Finances, qui a placé son copain, directeur général Labassé... Je suis obligé de vous interrompre, Ali Benouari, je suis obligé de vous interrompre. Nous avons très très largement dépassé, mais nous reprenons cette discussion là où nous la laissons aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Slama.